On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, qu'on joint dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Retour de Justin Trudeau à la période des questions après 2 jours d'absence, quelques semaines avant coup, mais il en a plein les bras là, avec la question de l'ingérence chinoise, surtout qu'il y a des rapports qui font surface et qui indiquent que le bureau du PM aurait été avisé. Oui, exactement. Et oui, il y a eu dès l'arrivée à la Chambre des communes, là, dès qu'il a mis pied à la Chambre des communes, il y a eu tout de suite en partant un exercice d'échauffement pour la période de questions parce que j'avais rarement vu les journalistes de la presse parlementaire à Ottawa être aussi agressifs à son endroit. Là, ça parlait tout en même temps, ça posait des questions. Ils avaient en main les révélations les plus récentes, cette fois-ci, du réseau Global. Qui, oui, comme tu viens de le dire, là, on est vraiment sur le sujet là, de à quel moment puis avec quel niveau de précision M. Trudeau a été averti de dons illégaux, de dons faits à des candidats devenus députés, etc. Donc, de formes d'ingérence. Parce que c'est au cœur de la question, là, l'ampleur de l'ingérence, combien ça a pu toucher de compter, mais aussi... Qu'est-ce que Justin Trudeau a su? Comment il l'a su? Avec quel niveau d'urgence on l'a prévenu? Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite, là, étant informé de ces ingérences? Quels sont les gestes qu'il a posés ensuite? Donc, oui, c'était... Puis, qu'on le veuille ou non, l'enquête lancée par la GRC sur les fuites là, qui ont eu lieu au Globe and Mail, les fuites des services de renseignement, ça avait fait dire à certains, là, c'est peut-être la fin des fuites parce que les gens vont avoir peur, la GRC qui enquête sur la source des fuites. Alors, le fait qu'il y ait encore d'autres informations qui soient transmises au réseau Global qui publiait ça ce matin, c'est comme si ça relance toute la question. Ça dit non, il y a des gens qui parlent et qui n'ont pas peur des enquêtes, qui semblent déterminés à continuer à parler. Et ça, c'est inquiétant pour M. Trudeau. Marc Garneau, maintenant, qui quitte la vie politique. C'est arrivé un peu en surprise. Est-ce que tu considères qu'il avait fait le tour du jardin? Oui, c'est arrivé un peu en surprise parce qu'on avait comme un petit peu oublié ça, Marianne. Mais en même temps, si tu ressortais les propos que moi j'avais et puis plusieurs autres au lendemain de la formation du cabinet Trudeau. Là, M. Trudeau se fait réélire automne 2021, forme son cabinet et surprise, laisse de côté Marc Garneau, qui avait été dans le passé ministre des Transports, qui avait été ministre des Affaires extérieures, des ministères prestigieux. Et là, il est laissé de côté. Bon, on avait dit après, on lui a offert une espèce de... un peu comme on avait fait pour Stéphane Dion, on lui a offert un poste à l'étranger, on lui avait offert d'être ambassadeur à Paris, qui est un poste très prestigieux, mais peut-être pour lui, pas l'idéal dans la mesure où sa conjointe est une unilingue anglophone du Canada anglais. Là. Donc, qui n'a pas de... qui n'a pas nécessairement de temps d'affinité, là, autant de passion à se retrouver du jour au lendemain à Paris. Quoi qu'à Paris, il y a le rêve de tout le monde de parler anglais. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'elle serait, je pense qu'on peut y qu'elle serait arriver. surprise. Peut-être qu'elle serait surprise. Mais enfin, donc, M. Garneau, moi, je me souviens à cette époque-là, on se disait, combien de temps il va vraiment faire? Quand tu as connu ça être ministre, quand tu as connu des ministères importants, tu te retrouves député d'arrière-ban, combien de temps il va vraiment vivre ça? Ce qui avait amené une autre dimension à son engagement politique ces dernières semaines, c'est qu'il avait vraiment, de façon quand même très proactive, pris fait et cause pour la communauté anglophone de Montréal. Bon, moi, j'étais pas beaucoup d'accord avec lui. Il avait joué la carte que la loi 96 là, sur la réforme de la Charte de la langue française, ça pénalisait les anglophones, que les anglophones à Montréal étaient devenus une minorité qui l'avait pas facile. Il était fâché. Là. Il disait, je veux pas qu'on dise que je défends pas le français, je défends le français aussi. Bon, il n'était pas contre le français, mais il était contre les mesures qui imposaient le français au point, selon lui, là, de poser des contraintes à la communauté anglophone qui, pour lui, est une minorité qui l'a pas facile à Montréal. C'est pas ma lecture à moi, mais c'était la sienne. Et là, on se disait, là, il y a un nouveau cheval de bataille. Est-ce qu'il va rester au moins jusqu'au vote, là, sur la loi sur les langues officielles? Mais là, maintenant, on a la réponse. Donc, émotif aujourd'hui. C'est quand même un monsieur qui a eu, je le comprends d'être émotif, quand même un monsieur qui a eu une grande carrière, qui a été un grand Canadien, même qu'à une époque, je me souviens, avant qu'il se lance en politique,
compte tenu de son intérêt pour les affaires publiques, de sa carrière scientifique dans l'espace, etc., il y en a qui le voyaient gouverneur général, qui voyaient le genre de candidat, le genre de profil qui pourrait être gouverneur général, et finalement, il a préféré être dans l'action. Et ça, il faut respecter ça, là. Aller dans un comté, et offrir ses services à la population, se faire élire. Il a connu le pouvoir avec le Parti libéral, mais il a aussi connu les dures années dans l'opposition. Quand le Parti libéral s'est ramassé troisième parti, la vague orange, le NPD est devenu l'opposition officielle, le Parti libéral troisième parti avec 35 sièges de mémoire, il était du groupe, M. Garneau, il a tenu le fort, puis après ça, il a fait partie de l'équipe qui est revenue au pouvoir avec les libéraux et là, s'est retrouvé dans un ministère. Donc, il faut respecter son engagement politique. Il n'y a pas eu des dossiers. Comme ministre, ça n'a pas tout été des succès, ça n'a pas tout été des insuccès non plus. Et moi, je vais toujours reconnaître un gentilhomme, là, quelqu'un qui était respectueux de ses adversaires, qui n'était pas... On pouvait être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais qui n'était pas un baveux, et qui n'était pas à donner des coups salauds, qui était quelqu'un qui respectait l'institution démocratique, qui a essayé de faire avancer des choses. Parlons par ailleurs de ce fiasco de la SAAQ. On en parle évidemment à chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Bon, là, il y a eu... on n'a pas parlé d'une panne, un ralentissement qui s'est ajouté ce matin. Mario, de mettre ça là, en place pendant les semaines de relâche, l'hiver, avec les fils dehors, d'avoir fait une interruption de service de 3 semaines avec le rattrapage que ça suppose. Est-ce que tous les ingrédients n'étaient pas là pour que ça marche carré? Et comment Geneviève Guilbeault va arriver à sauver les meubles? Bon, d'abord, je pense que de tout ce que tu as nommé, l'hiver, la relâche, je pense que la grosse affaire, c'est d'avoir fermé pendant un mois. Oui, toutes les autres, c'est des facteurs aggravants qui viennent compliquer l'affaire. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est... T'as des services là, quotidiens qui sont ouverts du lundi au vendredi. Il me semble que t'as un volume. Là, tu sais combien t'as de cas par jour. Ben oui. Alors, tu peux faire un estimé de dire, OK, si on arrête pendant un mois, c'est quoi le niveau d'accumulation? Puis là, on va rouvrir avec un nouveau système d'informatique. Déjà, tout va être nouveau. Là, on va déjà rouvrir avec une certaine fragilité opérationnelle. Puis là, on va avoir de l'arrérage de dizaines de milliers de cas qui vont venir se mettre en file. Donc, il me semble que déjà, on avait les conditions pour un problème. Bon, dans les circonstances présentes, moi, je dois avouer que Geneviève Guilbeault... elle m'a quand même impressionné. Hier, je me moquais un peu, puis c'est encore vrai, c'est un revenir de voyage, puis un côté un peu spectaculaire là-dedans, puis on le comprend, là, que c'est une femme de communication, puis qu'elle voulait l'avoir dans les journaux, cette manchette-là, là, interrompt son voyage, revient d'urgence. C'est ce genre de titre pour montrer que là, elle se retrousse les manches, puis finit le voyage avant le temps, puis rentre au poste. D'urgence. Ceci dit, là, une fois que tu enlèves le côté un petit peu image caricaturale de ça, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions. Et ça, un jour, il faut respecter ça en politique. Tu sais, est arrivé, bing, bang, les permis de conduire, 90 jours. Puis ça, c'est des vraies mesures. Entre toi et moi, à mon avis, ça a plus d'impact sur les chances de régler le problème. Parce qu'ajouter 150 employés, 150, c'est pas beaucoup là, quand tu répartis ça dans tout le Québec, dans tous les bureaux. Puis là, les 150, ben, tu sais, c'est des gens qui viennent d'arriver, ils vont tous être opérationnels. Il y en a combien là-dedans qui vont être un peu moins débrouillards, qui vont toujours, comme ils sont nouveaux, ils vont toujours passer leur temps à demander aux voisins, ouais, là, moi, j'ai un monsieur, les estimes, il y a son trailer. C'est pas juste ça, là. Ces employés-là, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'eux vont t'aider là, avec ton identification et tout ça, mais ils te donneront pas ton permis, là. C'est vraiment pour la première étape, là. C'est ça. Ça, c'est le sous-groupe là, de l'identification. Ouais. Tout ça pour dire que là, Geneviève Guilbeault prend de vraies décisions qui enlèvent à chaque semaine des dizaines de milliers de dossiers, là. Et ça, à mon avis, ça risque d'enlever vraiment de la pression sur le système. Puis, tu sais, on le sait en politique, Marianne, il y a des gens, là, tu sais, qui... Ils étudient les problèmes, puis après plus, s'il y a une crise, là, ils s'assoient sur leurs mains, ils viennent figer, ils bougent plus, puis ils espèrent que une solution va tomber du ciel. Ben là, tu sais, Geneviève Guilbeault, c'est des décisions. On étudie pas longtemps. Elle dit qu'hier, elle est arrivée, hier soir, elle a signé. Elle m'a dit cette nuit. Encore là, tu sais, c'est... J'ai toujours l'impression qu'elle est tellement forte. Moi, elle m'a dit en entrevue ce matin qu'elle a signé durant la nuit des arrêtés ministériels. J'ai vu un certain sens du spectacle de dire, regarde, là, moi, je suis en situation de crise, j'agis, mais tu sais, au-delà de toutes les farces qu'on peut faire, elle agit pareil et c'est pas donné à tous les élus, là, des gens qui ont une force de caractère, une détermination, une excellente communicatrice, mais c'est pas tout de communiquer. À un moment donné, il faut que tu décides. Si tu t'assois sur tes mains, tu viens yeux grands comme un chevreuil devant les phares du véhicule. Puis on a vu ça dans le passé, là, des élus, tu sais, qui...
en période de crise, ils jamment, tu sais. Oui, ou des dirigeants, encore là, qui peuvent avoir ce genre de réaction-là. Mais notre collègue Yasmine, Mario, me posait la question, où est Éric Kerr, qui est pourtant le grand Manitou de ce qui est réforme informatique au gouvernement? Marianne, j'ai des sources. Oh! Ça a l'air qu'on va le voir dans les prochaines heures. Ah, OK. J'annonce une apparition. D'un fantôme qui va nous arriver. Ah! Mais t'as raison de dire quand même que M. Kerr a été assez peu présent. C'est comique parce que dans les heures, quand la SAC a rouvert le 20 février, là, dans les heures qui ont suivi, il y a eu une espèce de communiqué où c'était la SAC qui était en vedette avec son nouveau système SAC-Clic, puis là, annonçait ça. Et le ministère d'Éric Kerr, le ministère du numérique, a dit hey, nous aussi, là, on a une petite part là-dedans. Là, nous, c'est nous qui avons fait le service de l'authentification gouvernementale. Ça, c'est pas la SAC, c'est nous. Et là, on les voit plus, là. Ils sont comme. Il est sorti du cadre de la caméra. C'est pas nous tant que ça. Non, finalement, il est sorti du cadre de la caméra. Là. Merci, Mario. On se parle demain. Salut. Bonne soirée. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.